Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission qui permet d'analyser, de décrypter et de commenter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Au menu ce dimanche, l'installation officielle des membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Il a 5 ans pour faire la lumière sur les crimes économiques et de sang de 1960 à nos jours. Quelle appréciation les confrères font de ce Haut Conseil chargé de réconcilier les Burkinabés entre eux? La réponse au cours de l'émission. Les organisations professionnelles de médias s'insurgent contre la suspension du journal L'Événement. Ils dénoncent un acharnement du Conseil supérieur de la communication contre le journal. Mes confrères donneront leur appréciation de cette sortie des organisations professionnelles des médias et du feuilleton judiciaire entre le CSC et L'Événement. L'actualité est aussi marquée par l'ouverture de la Semaine nationale de la culture. L'édition 2016 se tient sous le thème culture et cohésion nationale. Quels sont les enjeux de l'événement et quelle place accorder à la culture pour le développement du Burkina Faso? Analyse et commentaires tout à l'heure. Les étalons ont gagné hier contre les Cranes de l'Ouganda sur le score d'un but à 0. Sans être spécialiste des questions de football, nous analyserons ce match et surtout nous parlerons de la suite de la compétition. Enfin, nous dirons un mot sur la réélection de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville, une élection contestée par l'opposition qui parle de fraude massive. Pour discuter de toutes ces questions, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Sayon. Sur ce plateau, Boukari Woba du journal Mutation. Bonjour Woba. Bonjour Sayon. Samuel Somda du journal en ligne lefaso.net. Bonjour Samuel. Bonjour Sayon. Et enfin Dacier de Bendouté de la radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour Sayon. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le président du FASO a officiellement installé en début de semaine les membres du Haut Conseil de réconciliation, les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ce Haut Conseil remplace la Commission de réconciliation nationale et des réformes mise en place sous la transition. Alors, chers confrères, comment vous appréciez ce Haut Conseil et les missions qui lui sont confiées? Rabo. Merci Sayon. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est probablement le bienvenu. Seulement, ce qu'il faut craindre, c'est l'hypocrisie qu'on a vécue par le passé. C'est-à-dire depuis 1991, avec le Forum de réconciliation nationale, et après la mort du journaliste Norbert Zongo avec le Collège des Sages, en 1999, en 2001 avec la Journée nationale du pardon, et en 2011 avec le Conseil consultatif sur les réformes politiques, tout ça, ça a tourné à l'hypocrisie. C'est la crainte. Quand on a vécu tout ça, on reste sceptique, même s'il y a de bonnes intentions qui sont affichées de part et d'autre. Et donc, nous autres observateurs, ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre, de voir ce que le Haut Conseil va faire concrètement, ce qu'il va faire en réalité, surtout qu'il dit qu'il ne va pas remplacer la justice classique. Attendons de voir. D'accord. Alors, Woba, comment vous appréciez cet organe? Merci. Je pense aussi que c'est une bonne chose. C'est même une sorte de continuité avec ce que la transition avait déjà entrepris. Dans les organes qui avaient été définis par la transition, on avait parlé effectivement d'un conseil pour la réconciliation. C'est vrai que ce comité-là a eu à faire un travail qui aboutit à un rapport. Et c'est un rapport normalement qui doit profiter effectivement au Haut Conseil qui a été mis en place aujourd'hui pour pouvoir poursuivre un peu ces travaux. Dans l'architecture, ça ressemble à quelque chose de déjà vu, un peu comme Rabo l'a rappelé après l'assassinat du confrère Norbert Zongo,
on a assisté à une volonté de réconcilier les Burkinabés, de faire la vérité. Mais à la fin, lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que ça n'a été que du mensonge de plus, parce qu'il n'y a pas eu de vérité, il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de réconciliation. Aujourd'hui, avec ce Haut Conseil pour la réconciliation et pour l'unité nationale, on espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et que finalement, les Burkinabés vont se parler et se dire la vérité. Pour moi, la justice est une bonne chose, mais avant la justice, la vérité. Sans vérité, on ne peut pas aboutir à la justice. Sans vérité, on ne peut pas aboutir à une vraie réconciliation des Burkinabés. D'accord. Alors, sur la table des 21 membres de ce Haut Conseil, il y a déjà plus de 5000 dossiers qui attendent d'être jugés et d'être clarifiés. Oui, Somda. Effectivement, c'est plus de 5000 dossiers, je crois exactement 5065 dossiers. Oui. En attendant éventuellement les autres dossiers qui sont en cours, voilà, donc qui vont probablement venir gonfler le nombre de dossiers sur la table de ce Haut Conseil-là. Moi, je dirais que je ne vais pas revenir sur la nécessité qu'il y avait effectivement de procéder par cette réconciliation nationale, mais ça dépend du moyen par lequel nous passons. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte légitime qu'on fasse du surplace, comme ils l'ont si bien rappelé? Moi, je vais prendre essentiellement le cas de la journée de pardon, mais bien avant ça, à la suite du décès de Norbert Zongo, la commission qui a été mise en place. Et encore plus récemment, sous la transition, on dirait plutôt qu'il s'agissait d'une transition et qu'il ne fallait pas attendre grand-chose. Mais c'est une suite logique, l'administration, c'est une continuité, comme on dit. Moi, je voudrais tout simplement rappeler ceci qui s'impose à nous, 3 observations essentielles. C'est qu'une commission mise en place pour parler de réconciliation nationale, qui tout de suite relève de la présidence du FASO, moi, ça m'inquiète un peu. La tutelle de ce Haut Conseil, moi, me pose un petit problème. Il aurait fallu, pour donner des gages de la volonté effective d'aller vers la réconciliation et la vérité, rendre cette commission-là indépendante avec une autonomie de gestion. La deuxième remarque qui, moi, me fait craindre un peu, me ramène à la crainte de Soumaïla Rabo ici, c'est la composition de ce Haut Conseil-là. Je peux me tromper, et c'est le cas, dites-le moi. Je crois savoir que ces membres ont été désignés par le président du FASO, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Quelle est la place effectivement faite aux parents des victimes, eux qui sont les premiers concernés? Il y en a de plus en plus ces associations de victimes de ceci ou de cela dans ce pays. Il aurait fallu prendre quand même en compte cette couche sociale-là pour donner effectivement ce gage-là qu'effectivement on veut aller vers la réconciliation nationale. Troisième élément dans l'architecture, pour parler un peu comme Moba, il y a ce que moi j'appelle le manque. Il y a comme un goût d'inachevé à la lecture. On parle d'une assemblée, un comité constitué, dont les organes sont essentiellement l'assemblée générale, le comité exécutif, et 2 commissions, je crois, qui parlent beaucoup plus études, orientation, réhabilitation, réinsertion sociale et puis indemnisation. Oui. La part faite à la vérité est où dans cette architecture-là? C'est vrai qu'il ne faut pas brandir une pancarte pour dire la vérité est ici ou là, mais au moins il faut qu'on ait une idée assez précise de ce qu'on veut faire de la vérité, parce que c'est ce qui est le plus attendu par les victimes. D'accord. Alors, Dassi. Oui, merci. Je pense que je vais faire l'économie de dire que l'idée en soi est très bien. Et je pense que même la personne qui dirige cette commission, on sait que techniquement aussi c'est quelqu'un qui est très respecté, à savoir le professeur Kambou. Mais ce qu'il faut dire, cette question de réconciliation nationale, ce n'est pas une affaire d'une commission ou d'un haut conseil ou d'un individu. Ça dépend essentiellement et fondamentalement de la volonté des dirigeants. Parce que la réconciliation nationale passe d'abord par la vérité historique nationale. Et permettez-moi de laisser tout ça pour revenir à l'historique même de cette question de réconciliation au Burkina. La première personne qui a voulu cette réconciliation nationale, c'est Maurice Yameogo, et je dis Maurice Yameogo et Nazi Boni, qui le 28 juin 1960, avec 6 de ses compagnons, ont écrit une lettre ouverte à Maurice Yameogo, lui disant qu'il faut une table ronde nationale avant d'aller aux élections, puisque à l'indépendance qui était en août. Et pour Nazi Boni, avant de construire la cité des immeubles, il faut bâtir l'unité des cœurs. Et quand Nazi Boni, ils ont fait sortir cette lettre, Nazi Boni s'est exilé. Maurice Yameogo a contraint Nazi Boni à l'exil et les 6 autres ont été enfermés, transférés à Gorongorom. Donc, pourquoi il avait voulu ça? Parce qu'on avait divisé le pays. Il y avait tellement de problèmes
dans ce pays que finalement, Nazi Boni, patriote et panafricaniste qu'il était, fédéraliste, il a dit non, il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble d'abord à l'intérieur pour gérer ses affaires avant d'aller aux indépendants, pour créer l'unité politique nationale. On ne l'a pas écouté. On sait ce qui, on ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, la deuxième phase, ça avait Valère Sommet. Quand Valère devait rentrer, c'est de lui-même que véritablement cette idée de réconciliation nationale est venue. Et il a expliqué ça, je pense que dans le journal du 4 juillet 2012, le quotidien, il a expliqué ça longuement. Donc, il a dit qu'il faut qu'on aille à une question de réconciliation nationale. Et ils ont travaillé avec les mêmes dirigeants actuels pour pouvoir mettre en place cette réalité. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, pour vous dire que le pays véritablement a besoin d'une réunion nationale, d'une table ronde nationale, d'une réconciliation nationale. Mais il ne peut pas y avoir cette réconciliation nationale s'il n'y a pas la vérité historique. Même dans l'écriture même de l'histoire du Burkina, il y a faux débat quelque part. Maintenant, les dirigeants eux-mêmes, qui sont ceux qui ont créé des problèmes qui nous amènent vers la réconciliation nationale? C'est les hommes politiques véreux que Nazi Boni avait dénoncé. Il faut éviter de chercher le pouvoir pour le pouvoir. Mais aujourd'hui, quelle est la conscience politique au Burkina? Est-ce que les acteurs sont prêts? Vous avez vu tout dernièrement quand Valère Sommet a publié son livre sur les questions de sa prison, vous avez vu ce que ça a failli créer. Donc les gens même sont même pas prêts à affronter la vérité historique du pays. Les acteurs sont pas prêts à préparer l'autre génération à venir développer le pays. Donc on est là, chacun prend position derrière l'autre et c'est les mêmes problèmes qu'ils connaissent. Sinon, je pense que l'idée est, je reviens pour dire, l'idée est bien, mais on ne va pas aboutir. Et mieux, moi en tant que jeune, je pense qu'il faut cesser de créer les institutions. Il faut qu'on arrête cet art qu'on a eu de la culture politique française. Quand il y a un problème, on met en place une institution. Regardez au Burkina, il y a combien d'institutions? Mais on n'avance pas. Est-ce que ça ne va pas, si on y travaille vraiment, ça ne peut pas nous conduire à ce que l'Afrique du Sud, par exemple, a connu? Non. Avec l'Afrique du Sud, la réconciliation, l'Afrique du Sud, là-bas c'est beaucoup plus profond et plus sérieux. Ils ont parlé de l'Ubuntu, l'homme comme remède pour l'homme. Et quand on revient chez nous, on a mis en place le Comité national d'éthique, le Collège des sages. Qu'est-ce qu'on en a fait, ces deux institutions? Et quand vous prenez les personnes qu'on choisit pour ça, et le monseigneur Titiama, la journée du pardon a failli écorcher sa personnalité. Blaise a su choisir des gens qui ont travaillé pour rehausser l'image du pays, pour faire avancer le pays. Mais après, qu'est-ce que Titiama s'est fâché en temps? Parce que c'est comme si on exploite des gens dignes pour aller vers encore des objectifs qui les dénigrent. Aujourd'hui, par exemple, quand on va créer on a mis en place cette institution, que fait médiateur du Faso? Que fait médiateur du Faso? Que fait aujourd'hui le Conseil économique et social? Les mêmes chefs qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Et aujourd'hui, quand on prend le ministère de l'Action sociale de quoi? Solidarité nationale. Qu'est-ce que ça fait? Le comité national d'éthique, je pense bien qu'on ne l'a pas dissous. Bon, donc tout ça, finalement, on crée des commissions. 5 ans, là. Donc c'est jusqu'à la fin du président. De son mandat. De son premier mandat. Oui. Et mieux, pour terminer, et permettez-moi, on parle de cohésion nationale. Et vous voyez, par exemple, on vient de lancer la SNC, où ils ont lancé les thèmes sur ces questions-là. On n'a même pas vu le président, on n'a pas mis ça en lumière. Voilà, donc c'est compliqué. Oui, Samuel d'abord. Je pense pour aller un peu dans le sens d'Abin Touté qu'il y a un véritable problème. Je n'ai pas voulu insister là-dessus, mais c'est véritablement un problème que de mettre en place des commissions à n'en pas finir. Qu'est-ce qu'on fait d'abord des rapports précédents? Il n'y a jamais eu de suite. On ne va pas continuer dans cette logique-là de mettre en place des commissions, rien que des commissions. Avec le délai qui est octroyé à cette commission, 5 ans, ce délai peut être prolongé, c'est ce que disent les textes. Pour combien d'années encore? Peut-être pour 5 ans. Roch-Marc Christian Kaboré a le temps de boucler ses 2 mandats de 10 ans et de refiler la patate chaude encore à quelqu'un d'autre. Aussi facilement que cela puisse paraître, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vers des commissions spéciales. Et c'est là où je le rejoins, à savoir l'Afrique du Sud, c'est un contexte assez différent. Il y a eu d'abord la vérité comme socle, et aussi celui-là qui dirige la commission, c'était quand même pas n'importe qui. Desmond Tutu, c'était pas n'importe qui.
Ça s'est passé également ici au Faso. Pourquoi le rapport du Collège des Sages n'a pas été contesté? Monseigneur Sanou, c'est quand même une personnalité respectée et respectable. Ensuite, sous la transition, il a fallu encore un homme de Dieu pour diriger la commission. Cette fois-ci, je ne dis pas, comme le dit Da, que le professeur Kambo, il est assez neutre et assez percutant pour imposer son point de vue, mais je dis souvent que le civil, il aura du mal à imposer sa neutralité. Et pour pareille circonstance, mieux aurait fallu un homme de Dieu, comme on l'a suivi de par le passé, parce qu'ils apportent beaucoup plus de crédibilité aux institutions qu'ils dirigent. D'accord, Rabo. Quand j'ai parlé, j'ai dit que je craignais l'hypocrisie, parce qu'on a déjà vécu ça dans son pays, et je crois que c'est sur ça qu'on converge. Il n'y a pas de la sincérité derrière tout ça, et il n'y a pas cette confiance-là qui devait aider tous les acteurs à aller vers l'apaisement des cœurs. Et c'est ça, moi, ma plus grande crainte. Quand je regarde ceux qui sont dans le Haut Conseil, tout le monde est bien, mais personne ne me rassure jusqu'à aujourd'hui. Et je suis obligé de dire, je préfère attendre de voir. Quand il y a 5000 dossiers, comment on les traite? Comment on les traite? S'il y a un dossier de crime économique dont le Haut Conseil doit se saisir, comment il le traite? Il dit à la personne qui a volé l'argent de rembourser. Il dit à la personne, voilà, tu vas ajouter voilà, des pénalités parce que l'État a perdu quelque chose pendant les 10-20 ans passés. Vraiment, moi, je ne vois pas le mécanisme par lequel on va vraiment réparer les torts. Et je suis obligé de dire, on est probablement encore parti pour une nouvelle bureaucratie administrative qui va accoucher d'une souris. Et ça, c'est une crainte que j'émets aujourd'hui. Peut-être que je serai démenti, espérons bien. Mais je crois qu'on ne peut pas arriver aujourd'hui, dans le contexte actuel du Burkina, à des résultats comme on en a eu en Afrique du Sud. Et je doute fort. On ne peut même pas arriver à des résultats comme on en a eu au Bénin après la conférence nationale souveraine, qui pourrait expliquer en partie la vivacité de la démocratie aujourd'hui au Bénin et l'institutionnalisation de l'alternance. Voilà, nous on a refusé de faire ça en 90, 91. Aujourd'hui on est en train de faire du surplace. On est obligé même de faire un retour en arrière et je ne suis pas sûr qu'on puisse rattraper tout ce retard-là qu'on aurait pu éviter si on avait fait comme les Béninois dès le début, que Blaise Compaoré ait accepté qu'on fasse une vraie conférence nationale souveraine où les acteurs seraient vraiment indépendants et comme Samuel le dit, où on n'est pas rattaché à la présidence du Faso. Voilà, j'ai une fois interviewé son excellent Frédéric Guirma qui a dit que c'est lui qui a en fait donné les idées aux Béninois. Ils ont volé ses idées, quoi. En fait, parce que lui, il avait jeté l'idée comme ça, il était sûr que ça allait intéresser les pays africains, mais il pensait pouvoir commencer par le Burkina. Malheureusement, quand il en a parlé à des amis béninois, ils ont pris ça et puis, comme d'habitude, ils ont devancé les Burkinabés qui ont des idées géniales, mais qui sont toujours les derniers à les réaliser. D'accord. Alors, vous partagez le pessimisme C'est normal que les gens soient pessimistes et moi, je ne suis pas plus optimiste que mes confrères non plus. Mais seulement, il y a une chose. Tant qu'on ne fait pas semblant d'oublier ce que le régime de Blaise Compaoré a été, la manière dont on a manipulé, utilisé les hommes comme les institutions sous le régime de Blaise Compaoré, on ne pourra même plus initier quelque chose, on ne pourra pas avoir un point de départ. Il faut qu'on fasse en quelque sorte table rase de ce que le régime de Blaise Compaoré a été. Autrement, on ne peut pas commencer. Moi, je pense que cette commission, ce haut conseil-là, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est difficile de juger les choses a priori. Parce qu'effectivement, on ne fait pas forcément confiance aux hommes. On a déjà vu pareil, ça nous a mené nulle part. Aujourd'hui, on reprend peut-être les mêmes hommes, même si ce n'est pas les mêmes individus. Voilà, ils sont sortis du même lot. On les met ensemble, on leur donne un mandat de 5 ans pour nous faire la vérité. Et puis, depuis 1960 jusqu'à nos jours, moi, c'est ce qui m'avait tiqué. Je pense qu'on avait un problème circonstanciel, lié d'abord à l'avènement de cette insurrection, qui a fait beaucoup de frustrés, qui a plus ou moins déchiré, j'allais dire, un peu le peuple. Parce qu'il y a eu beaucoup de crimes dans ce pays qui sont beaucoup plus des crimes liés à des questions partisanes, à des questions très, très
politique, entre militants, bon voilà. Et moi, j'avais pensé même au début que ce n'était pas nécessaire de parler de réconciliation nationale au Burkina, parce qu'il n'y a pas eu ce déchirement. Il y en a qui ont fait cas de l'Afrique du Sud. On connaît tous le problème de l'Afrique du Sud. C'est beaucoup plus que ce que nous avons vécu ici au Burkina. On n'a jamais eu un problème véritablement ethnique. Il n'y a pas eu un conflit entre deux ethnies. Au Burkina, nous avons la chance, nous n'avons pas de nord et de sud, donc il n'y a pas eu un conflit entre régions. Nous n'avons pas eu un problème aussi de religion, donc il n'y a pas eu véritablement un problème identitaire. C'est lorsque véritablement le problème identitaire se pose que pour moi, il y a lieu de parler de réconciliation nationale. Alors que là ce n'est pas véritablement ça. Il y a eu en même temps beaucoup de crimes. Il y a eu Tout à fait. Non, on réconcilie. Sur le plan politique. La question que je suis en train de poser, on réconcilie qui avec qui? Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas rabaisser. Il y a des familles, J'en viens. Oui. Il ne faut pas rabaisser l'État au niveau des individus, au niveau des partis. Vous comprenez? Moi, je regarde un peu ce qui s'est passé dernièrement avec l'insurrection populaire. On avait véritablement des gens qui sont au pouvoir, qui ont utilisé le pouvoir à la limite contre le peuple. Donc, ce n'est pas au peuple de se réconcilier avec des partisans, avec des gens d'un parti. Vous rabaissez le peuple. Pour moi, il n'y avait pas besoin de réconciliation à ce niveau-là. On s'assoit, on se parle, on se dit la vérité et puis on se quitte. Vous comprenez? Oui, mais c'est pourquoi moi j'insiste sur la vérité. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé et que les gens demandent pardon, un pardon sincère. Un pardon sincère. La réconciliation nationale, pour moi, elle s'est véritablement, comme je vous l'ai dit, dans les pays où il y a eu des situations, des problèmes de crise identitaire, quand il y a conflit entre des régions, quand il y a des conflits pour une question de race, pour une question de religion, pour moi, il y a véritablement un problème national. Alors que là, il y a beaucoup plus un problème de pouvoir, un problème d'individu, un problème très partisan. Et moi, je trouve que c'est trop limite, parce que c'est rabaisser le peuple au niveau des individus ou bien au niveau des partis. Je trouve que ce n'est pas suffisant. D'accord, Dassi. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec Ouba, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de problème ethnique, permettez-moi de vous dire que le Burkina a connu trop de problèmes. C'est l'un des rares pays pendant la colonisation qui a été divisé et puis remembré. Quand on a divisé le pays, l'administration coloniale, si vous lisez les thèses du professeur Marc Domba qui est au CNRSC, vous allez voir, voilà, et Jean-Marc Palme, vous allez voir. Sa thèse porte sur ça. L'administration coloniale a divisé les populations burkinabées en Mossi et en non-Mossi. C'était officiel, et en Est et en Ouest. L'Ouest, là, c'était toute l'autre région, toute là, et l'Est, là, c'était... Non, attendez. C'est vrai que attendez. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes grands, c'est notre pays. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'historique de la question de réconciliation nationale au pays. Et par rapport à ce qu'il dit qu'il n'y a pas de problème, je dis que ce n'est pas vrai. Parce que, par exemple, vous prenez Nazi Boni. Aujourd'hui, on enseigne aux gens pour dire que c'est un sécessionniste. C'est pourquoi je voulais vous faire l'historique. Il y avait tellement de problèmes au Burkina et Nazi Boni a officiellement demandé à la France de créer une problème entre Nazi Boni et d'autres individus. C'est lui qui dit qu'il ne faut pas rabaisser, que c'est des problèmes de parti. Ce n'est pas des problèmes de parti. Parce qu'on ne peut pas, c'est pourquoi je parle de la vérité historique. Si vous voulez, on peut faire une émission spéciale sur cette question de l'histoire et vous allez comprendre pourquoi on a des problèmes actuels. Et quand il dit que, par exemple, il n'y a pas de problème de quoi des victimes, non. Les acteurs qui sont aujourd'hui même des dirigeants de ces pays, qui sont aujourd'hui des ministres, toute cette génération qui est notre papa aujourd'hui, qui sont nos papas aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte politique? Quand, par exemple, on parle de réconciliation nationale, des gens ont pillé ce pays. Tout le monde sait les pillages. On n'en parle pas. C'est pourquoi Somda dit qu'aujourd'hui, si on dit par exemple, lui là, il a volé, comment on fait pour retirer? La richesse, sous Blaise Compaoré, la manière dont on s'est enrichi au Burkina, on dit que nulle part même dans l'histoire du capitalisme ça s'est produit. En moins de 20 ans, il y a eu des milliardaires venus de nulle part et le pays n'a même pas avancé d'un iota en matière d'industrialisation. Donc, il y a des problèmes et il faut comprendre. Ta position est comprise. On n'a pas circonscrit ce qu'on veut réparer. Mais ils ont dit 1960. Oui, oui, mais c'est pour réparer quoi? C'est-à-dire on a le temps, mais est-ce qu'on a la matière? Oui, on a le temps. C'est Rabo qui a la parole. Non, je suis en train de dire. Rabo a la parole. Là, je suis en train de dire, on a défini le temps de 1960 à aujourd'hui.
on va réparer les torts, mais c'est quel tort? Voilà. Si Dassi est en train de parler de, voilà, d'Est-Ouest, en train de parler de Nord-Sud, est-ce que ça fait partie de la matière dont le Haut Conseil s'est saisi? Moi, je ne suis pas sûr. On a parlé des crimes en politique. Est-ce que ça fait partie de la matière dont le Haut Conseil s'est saisi? Si le Haut Conseil se limite seulement à ça, je dis, on n'est pas allé loin. On parle de crimes économiques et de sang, de traumatisme, de tout ce qui s'est... Moi, je crois savoir que sous Blaise Compaoré, il y a beaucoup de familles qui sont allées prendre de l'argent pour dire, nous, on a oublié la mort de nos parents. Voilà. Moi, il y a juste quelques mois, j'ai fait une interview où quelqu'un est revenu sur la mort du colonel Didier Tsendrebego, qui est mort sous la Révolution, parce que dans le cadre de la Journée nationale de pardon, il y a eu une démarche vers la famille qui a accepté une indemnisation, mais en dehors d'un consensus totalement familial, parce qu'il y a des gens encore dans la famille qui se plaignent. Mais quand les choses se passent comme ça, est-ce que le Haut Conseil va encore se saisir de ce dossier? Parce que ce qu'on a vécu, c'est que tu prends l'argent et puis tu oublies ton mort. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce que c'est ça qu'on veut gérer comme problème? Je me dis, il faut qu'on revoie. Il y a un problème au départ et c'est ça qu'il faut résoudre. C'est-à-dire comment les Burkinabés veulent se réconcilier entre eux-mêmes. Et moi, par exemple, je suis sûr que le Haut Conseil, il n'intéresserait pas les gens du CDP. Parce que pour eux, le problème, c'est qu'on leur a fait du tort en mettant fin à un pouvoir qu'eux, ils ont démocratiquement acquis. Et quand la perception est comme ça, les gens même qui ont fait la faute ne reconnaissent pas qu'ils ont fait la faute. Mais comment vous les mettez sur la même table pour négocier la réconciliation nationale? Juste deux exemples pour répondre aux deux questions de Rabo et Woba. C'est assez simple pour dire qu'il y a de la matière véritablement. Il y a eu beaucoup de cas de violations graves des droits de l'homme au Burkina Faso. C'est juste mettre le curseur sur ces petits problèmes-là, dire la vérité, juger, afin qu'on passe à la réconciliation. Il y a eu crime de sang. Le gouvernement actuel a parlé de détournement, de blanchiment de plus de 86 milliards de francs CFA. Où ces partis, qui en sont les victimes, ils passent devant la justice, ils répondent, ils remboursent pour l'économie nationale. Troisième élément, pour revenir un peu à Ouba, la réconciliation, ça passe forcément par la vérité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à maman Norbert Zongo de faire le deuil de son enfant, Norbert Zongo, sans savoir ce qui s'est véritablement passé. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais si on dit on a 5 ans pour juger ça, je regrette. Si on dit que Somda, on dit on a 5 ans pour régler ça, mais on a entendu le professeur Benoît Cambou dire, mais nous on ne remplace pas la justice classique. Comment le Haut Conseil fait pour que la justice juge les dossiers? Les dossiers qui sont pendants depuis 20 ans. D'accord, une dernière réaction, une dernière réaction, et on va évoluer. L'assassinat de Norbert Zongo, quand Blaise a décidé d'initier la journée de pardon, de faire sa réconciliation, véritablement tout le monde voyait l'assassinat de Norbert Zongo. Mais il est allé au-delà. Blaise aussi a dit que c'est depuis 1960 jusqu'à nos jours, jusqu'à lui ses jours. C'était une façon de masquer, le vrai problème. Et aujourd'hui, je vous dis, nous avons des problèmes circonstanciés. On n'a même pas résolu le problème de l'avènement de l'insurrection. Et on a des crimes emblématiques, comme on l'a dit, l'affaire Norbert Zongo, l'affaire Thomas Sankara. Ce sont des dossiers, des dossiers comme ça. Si on dit qu'on remonte, oui, ils sont nombreux. Si on dit qu'on remonte jusqu'à 1960, nous sommes assis, vous ne voyez même pas exactement de quoi on veut traiter. Non, moi, j'aurais voulu qu'on sache concrètement quel dossier on veut traiter. Le Conseil traite l'affaire Boukari Dabo. Mais exactement. Ça, je dis, il faut la vérité historique. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre. On ne peut pas mettre en place une commission où les gens sont là, ils se chatouillent pour lui. Il faut la vérité historique qui permet même d'écrire l'histoire nationale. Quand, par exemple, il a pris les deux exemples tout de suite, prenez la transition. Moi, j'ai passé tout mon temps à dire que la transition devait publier un rapport sur ce qui s'est passé, et c'est ça le document officiel. Il n'y en a pas eu. Quand il y a eu, on a chassé Maurice Yamegoua en 1966, on n'a même pas eu de document officiel sur l'état du pays. Aujourd'hui, ceux qui sont venus, avant même qu'on aille parler avec le Haut Conseil de réconciliation, il faut produire un rapport officiel sur l'état du pays. Et aujourd'hui, quand vous prenez ces questions de réconciliation nationale, même les étudiants à l'université qu'on martyrise, ça fait partie des problèmes nationaux. Les acteurs politiques qu'on a marginalisés et qu'on ne veut même pas qu'ils s'expriment pour qu'il y ait la vérité historique. Les acteurs politiques eux-mêmes, ils ne sont pas humbles pour reconnaître qu'à un moment donné de la vie politique, de notre vie politique, on a commis des erreurs. On ne peut pas s'asseoir, mettre en place des commissions qui font dépenser le pays et on sait que les gens ont posé tel ou tel acte, on refuse. Tout de suite, une fois au plateau ici, Sagnon, on a dit qu'il faut mettre en place comme on appelle un tribunal spécial
pour pouvoir faire face à ces crimes-là et laisser la justice continuer normalement. Bon, comme les gens ont bu les cours, ils ne sont pas inventifs. Si tu parles, on va dire non, c'est justice martiale. Mais voilà, la situation revient. On ne peut pas mettre ces dossiers-là dans le circuit normal de la justice au Burkina et on va avancer. On va faire 1000 ans ici. Ça fera en moyenne 1000 dossiers par an pour les 5 ans s'il faut prendre. Ah bon. Voilà, justement. Mais on ne pourra pas épuiser ce débat également. On est pris par le temps, il faut qu'on avance et on a d'autres sujets à débattre. Et parmi ces sujets, il y a justement la conférence de presse des organisations professionnelles de médias qui ont donc chargé, si je peux le dire, le CSC, qu'il qualifie d'avoir un comportement d'acharnement contre le journal Événement. Alors, vous avez suivi l'actualité entre l'événement et puis le CSC. Alors, est-ce que vous comprenez d'abord la position prise par les organisations professionnelles des médias? Woba. Merci. C'est un problème où il y a un fond et il y a une forme, donc le fond et la forme. Ayant écouté les organisations professionnelles, je pense qu'elles se sont beaucoup plus apaisanties sur la forme. C'est-à-dire, on accuse l'événement d'avoir effectivement divulgué des secrets militaires. La question de fond serait de savoir, est-ce que véritablement le fait d'avoir publié des poudrières du Burkina, cela est constitué d'une violation du secret militaire. Et l'autre question qui a été la question traitée par les organisations professionnelles, c'est de savoir est-ce que le CSC, en sanctionnant l'événement, a pris la sanction de façon régulière. Et là, les organisations professionnelles disent non, et je suis en parfait accord avec les organisations professionnelles des médias. Parce que, pour la simple raison que le journal a été sanctionné sans avoir été entendu. Sur le fait, le directeur de publication du journal L'événement, M. Germain Bitounama, a été appelé au téléphone comme ça un matin pour se rendre au CSC. Il s'y est rendu, on l'a fait attendre dans leur salle de réunion. Les conseillers, on ne sait même pas s'ils étaient au complet, se sont vus et ensuite ils sont revenus vers lui avec un courrier sur pli fermé. On lui a présenté un cahier où il fallait décharger, il a déchargé, il a pris le courrier, il est parti. Arrivé dans sa rédaction, il l'ouvre et il voit que c'est une décision de suspension. Je pense que dans la méthode, le CSC a failli. Je pense que la situation n'était pas aussi urgente que ça pour que le CSC puisse effectivement appeler les premiers responsables du journal, les entendre sur les faits pour lesquels on veut les suspendre, on veut les sanctionner. Et ce serait justifié. À l'issue de ça, s'ils avaient pris la décision, moi je pense que les organisations professionnelles auraient eu du mal, effectivement, à faire cette sortie qu'ils ont fait là. Peut-être qu'il aurait fallu trouver autre chose, mais en tout cas, ça n'allait pas être une condamnation comme on l'a vu ces derniers jours. D'accord. Somda. Oui, moi j'aimerais revenir un peu sur ce qu'il a appelé les différents aspects de fond et de forme. Pour juste faire remarquer ceci, nous avons malheureusement un contexte d'exercice de la presse qui n'offre pas toutes les commodités. Quand on dit par exemple le journaliste est chargé de collecter, de traiter, de diffuser l'information, on te dit dans le même temps qu'il y a des textes qui encadrent ton exercice à toi. Notamment pour ce qui concerne l'armée. C'est quoi le secret défense? On ne l'a jamais su. Et dans le fond, c'est là où j'aimerais véritablement insister, puisque nous n'avons aucune connaissance assez précise de ce que c'est le secret défense, si effectivement le journal L'événement a pu diffuser ce genre d'informations, moi je ne vois pas où se situe le problème. Oui, les organisations professionnelles demandent justement la prise des décrets pour préciser ce qui relève du secret défense. C'est assez simple, c'est assez simple. Tout ce qui n'est pas condamné par la loi est autorisé, c'est ce qu'on nous a appris. Vous avez dit secret défense, ça ne peut pas être un fourre-tout non plus. Il faut dire avec précision ce qui relève du secret défense, afin que le journaliste en toute conscience sache sur quel pied danser, tout simplement. Le deuxième élément, c'est pour revenir un peu au CSC pour dire que j'ai véritablement pas aimé cette façon cavaleresque de sanctionner le journal L'événement, parce que quand même le CSC est encadré par des lois assez précises. Le rôle du CSC est assez noble, c'est la régulation. Oui. Et on doit se saisir du bâton que quand la carotte ne porte pas les fruits qu'on souhaite. Mais dans le cas précis, quelle est la démarche? C'est vrai que le CSC a parlé de récidive de la part de l'événement. Mais suivant quelle ampleur? Effectivement, ici, il y a eu récidive. Qu'est-ce qui empêchait effectivement d'entendre à nouveau pour situer les responsabilités de façon assez précise afin de passer à la sanction s'il y avait lieu? Quelle sanction, d'ailleurs, à mon avis, n'avait pas sa place? D'accord. Rabou.
Oui, je crois que ce débat, il faut qu'on le mène puisqu'il est directement lié à notre profession. Et c'est clair, il faut faire la part des choses entre ce qui relève du fond dans ce dossier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu violation du secret militaire, et ce qui relève de la forme, c'est-à-dire la manière dont le CSC a procédé pour sanctionner l'événement. Là, c'est totalement une erreur. Totalement. De quelques bouts que vous prenez le dossier, le CSC a failli. Mais moi, j'explique cette faillite-là par un manque de sérénité et d'indépendance. En fait, il y a un problème. C'est qu'au CSC, si vous êtes venu de la fonction publique et vous y avez fait le journalisme là-bas, les réflexes que vous avez, ce sont les réflexes de l'administration. C'est-à-dire une administration pense qu'il faut faire ça, donc on fait quoi? Parce que l'armée pense qu'on a violé un secret militaire, donc le CSC fait une transmission. Le CSC fait suivre à l'événement le fait que l'armée ne soit pas contente de ce qu'elle a lu dans le journal. Je crois que le CSC doit se ressaisir dans le sens de son indépendance et puis se reconnaître comme une institution indépendante telle que la Constitution le prescrit aujourd'hui et que le CSC fasse son travail en toute indépendance. S'il y a une autosaisine, c'est une autosaisine et les conseillers planchent là-dessus. Si c'est une plainte qui est venue de l'extérieur, les conseillers planchent encore là-dessus en toute indépendance. Mais sans pression, même si c'est le président Roch Kaboré qui dit « il y a un journaliste qui m'a égratigné là, il faut vous occuper de lui », le CSC doit être à mesure de dire non. Si le CSC n'a pas dans son intime conviction établi cette erreur-là professionnelle du journaliste. Moi, je crois que c'est là où le problème s'est posé. Le CSC a cru que dès lors que l'armée a exprimé une inquiétude par rapport à l'écrit de l'événement, il faut juste faire comme l'armée le souhaite. Ça, c'est contraire. Le débat se mène aussi sur l'opportunité, c'est-à-dire de publier la position des poudrières de l'armée. Ça, c'est l'autre question, c'est la question de fond. Oui. La question de fond, ça veut dire que c'est nous les journalistes, on doit en discuter éventuellement avec l'armée. Sur ça, moi, je peux avoir une position différente de la position de mes confrères de l'événement. Je peux dire ça, par exemple, moi, ça relève du secret militaire. Même si je ne suis pas en train de donner ma position ici. Moi, j'aurais peut-être procédé autrement. Et j'ai rencontré des journalistes qui se sont demandé, mais qu'est-ce que l'encadré de l'événement sur les poudrières a apporté à l'article qui était à côté? Ça, c'est une autre question. Mais ce n'est pas parce que l'événement est en faute qu'on doit les sanctionner n'importe comment. On doit les sanctionner en suivant les règles, c'est-à-dire le minimum d'entendre les responsables, d'avoir une discussion confraternelle avec eux, et puis assortir ça éventuellement d'une sanction ou non. Voilà, mais on ne peut pas comme ça, spontanément, sanctionner l'événement parce que l'armée, ça fait peur, ça effraie. Moi, je n'ai pas ces craintes-là. Dès lors que je suis journaliste, j'analyse les choses en toute indépendance parce que la loi prescrit les choses comme ça et parce que l'armée, si le CSC dit qu'il n'y a pas faute professionnelle, l'armée elle-même doit être en mesure ou suffisamment courageuse pour accepter les choses telles qu'elles sont. D'accord. Dacier. Oui, peut-être, moi, je vais vous étonner. Moi, je ne vois rien de fond dans ces problèmes. Quand ils disent que c'est des secrets militaires, si au XXIe siècle, c'est ça vraiment nos secrets militaires, nous sommes nuls. Parce que même si tu vas aujourd'hui sur le net, tu tapes un certain thème sur l'armée américaine, tu vas avoir toutes les informations. Ça ne veut pas pour autant dire que les États-Unis n'ont pas des zones militaires secrètes. Même l'université, en bas de l'université de Ouagadougou, est une zone militaire. Donc la question militaire, c'est des choses hautement secrètes et sacrées. Maintenant, quand j'ai lu l'événement et j'ai vu que les gens parlaient, moi, ça m'a paru trop rigolo. Si vous faites une coupure de presse sur les questions militaires au Burkina, vous allez trouver des informations plus nourries que ça. Quand il parle de l'autre poudrière qui avait explosé, la situation géographique qu'on a donnée, dans une bonne carte d'une ville, vous avez des zones militaires qu'on indique. Mais où est le problème? Et même mieux, si au CSC et dans l'armée, on avait des chargés en communication professionnelle. Par exemple, dans l'armée, ils avaient ce qu'on appelle la communication stratégique et au niveau du CSC, ils avaient ce qu'on appelle la communication, la vraie communication politique et stratégique. Quand l'événement est publié, même si des gens disaient que non, c'est secret militaire, ils pouvaient même sortir dire que non, que ça ne nous gêne pas parce que nous, on a dépassé ces poudrières-là.
il y a une manière aussi de banaliser une information. Ça fait partie de la communication stratégique. Mais si vous sortez comme des enfants en train de pleurnicher, qu'on a fait sortir vos secrets, moi je prends tout le temps la route de Gawa. Qui ne connaît pas Yemdi? Qui ne connaît pas Yemdi, une zone où les militaires sont arrêtés, quand le car passe, d'autres même c'est là pour regarder, on dit ah, ici là c'est une zone militaire. Donc moi je pense qu'il nous faut plus de professionnalisme dans ce que nous faisons, et il faut des acteurs professionnels. Si l'armée avait un vrai communicateur stratégique, quand le problème est sorti, même s'ils allaient sortir, dire non, ne vous inquiétez pas, il faut qu'on fasse la contre-communication pour dire que non, c'est vrai, c'est des zones militaires, mais l'armée burkinabé maintenant a dépassé ça, c'est autre lieu, ça c'est des choses connues depuis les années 60. Voilà, mais si vous sortez dire que ah, c'est vrai, et pourtant tout le monde connaissait ça. Moi je ne pense pas que ça là même moi c'est pas un débat. Le CSA a fauté, l'armée a fauté. Si c'est comme ça ils doivent parler de nos secrets militaires, c'est que c'est pas la peine. Il n'y a même pas eu une contre-communication. Il me semble que ce soit beaucoup plus le CSC qui soit allé vite en besogne parce que l'armée en réalité au début n'avait rien dit. Enfin c'est juste se plaindre de ce que certaines informations aient été publiées, mais l'armée n'avait pas souhaité que ça aille aussi loin. C'est le CSC qui allait un peu trop vite en besogne au point où notre confrère a été suspendu. Mais dans le même temps, c'est comme on dit, il faut effectivement qu'on rappelle, et c'est ce que les OPM ont dit, les organisations professionnelles ont dit, il faut effectivement qu'il y ait un débat assez clair sur les missions du CSC, le Conseil supérieur de la communication, qui devrait se cantonner à la régulation plutôt qu'à brandir à tout moment la baïonnette. Et il faut également que côté armée, on lève le coin de voile sur ce que c'est que le secret militaire. On ne peut pas continuer à végéter dans l'inconnu. Secret militaire, c'est quoi? Au XXIe siècle, avec le journaliste chargé de donner l'information, il y a des informations portant sur l'armée qui intéressent. Mais si vous ne les canalisez pas, comment on donne l'information? On donne la moindre information, il suffit de parler du JT par exemple, qu'on dise, enfin, permettez-moi d'être aussi terre à terre, hein. Qu'est-ce qui dit que parler de la tenue du militaire, ce n'est pas un secret de défense? D'accord. Qu'est-ce que en tout cas, ce n'est pas le premier accroc entre les organisations professionnelles de médias et puis le CSC. On l'a vu avec ce n'est pas la première la fois. Suspension, j'allais dire, des émissions interactives. C'est même la énième fois qu'effectivement, ça ne semble pas aller bien entre les organisations professionnelles des médias et le Conseil supérieur de la communication. Bon, ils ont un parapluie parce que avec les dernières modifications de la loi organique sur le CC et puis leur constitutionnalisation, ça fait que c'est une institution, lorsqu'on élit les membres, ils ont un mandat unique, donc on ne peut même pas penser à les changer, sauf constat fait par le Conseil constitutionnel qu'il y a eu une violation grave, effectivement. Bon, on n'en est pas là véritablement, le Conseil constitutionnel n'en parle pas. Donc, peut-être c'est muni de ce parapluie-là qu'il prend cette décision un peu trop hasardeuse. La question des émissions interactives, on s'en souvient, prendre une décision a priori pour prévenir une faute. Parce qu'on pense que si les journalistes continuent d'émettre en direct, de recevoir des coups de fil en direct, certainement des gens vont dire, excusez-moi, des bêtises, donc il faut empêcher que les gens interviennent à l'antenne. C'était parti trop aussi osé. d'un constat qu'il y avait des Oui, dérives. si on a fait un constat, c'est qu'on a fait un constat au niveau d'un certain nombre de médias. Voilà. D'une radio, de deux radios, de trois radios, alors qu'on prenne la décision vis-à-vis de ces médias-là, qu'on les sanctionne. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois que le CC a sanctionné des médias au Burkina. Il y a eu plusieurs fois des médias ont été sanctionnés et personne n'a levé le petit doigt pour dire quoi que ce soit. Donc c'est pour dire que lorsque les médias sont en faute, ils reconnaissent véritablement leur faute, ou bien en tout cas les organisations professionnelles des médias reconnaissent la faute et peut-être n'agissent pas. Mais lorsque le CC sort effectivement de son cadre juridique à lui-même, ça oblige effectivement les organisations professionnelles à sortir. Maintenant, pour dire un petit mot sur la question de fond, je pense que personnellement, je ne suis pas opposé au fait qu'il puisse avoir un secret militaire. Et moi, je pense qu'il est normal. C'est d'ailleurs, le secret il peut exister partout. Et ce n'est pas, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on peut tout dire dans les médias. Mais pour le cas concernant effectivement les secrets militaires, ce que les organisations professionnelles demandent aujourd'hui, c'est qu'on puisse nous dire à peu près de quoi il peut s'agir. S'il était écrit quelque part que le fait pour un journal de publier les sites des dépôts d'armes constituaient un secret militaire, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et je me rappelle qu'à l'adoption des présentes lois qui régissent la presse là, le débat avait été posé au niveau du Conseil national de la transition pour demander à ce qu'effectivement on explicite ce que c'est qu'un secret militaire. Autrement, aujourd'hui, on peut dire que tout est interdit. En matière militaire, là, le journaliste peut-être est interdit d'écrire sur quoi que ce soit. Parce qu'apparemment, c'est seule l'armée qui peut dire ce qui est constitué des secrets militaires. Et j'en veux pour preuve. Dernièrement, j'ai suivi la visite du ministre d'État
ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Simon Compaoré, au camp Paspanga de la gendarmerie. Si vous avez suivi cet élément avec moi, où on a montré des gilets pare-balles pour dire à combien de mètres si vous tirez, le gilet pare-balles ne peut pas protéger le militaire. Ils ont montré des masques à gaz qui ne seraient pas des bons masques à gaz parce que ça ne protège pas effectivement les militaires. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai sursauté. J'ai trouvé que c'était grave de dire que nous avons des gilets pare-balles qui ne protègent pas nos militaires, plutôt que de dire qu'il y a un dépôt d'armes à Pau, il y a un dépôt d'armes à Lamizana, à Fada, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour moi, il y a des difficultés. En fait, c'était des gilets pare-balles qui n'étaient pas aux normes que la gendarmerie montrait. Et il y a des gens qui m'ont interpellé, qui ont dit, mais comme ça, on va exposer la gendarmerie. J'ai dit, non, s'ils l'exposent, ça veut dire que ça ne relève pas de leur secret. Ça veut dire qu'ils ont une armada plus... Ce qui veut dire que c'est eux seuls qui savent quand c'est secret ou ce n'est pas secret. Voilà. Oui, non, s'il vous plaît, Dacier, il faut qu'on avance 30 secondes. Voilà, sur cette question militaire et avec les hommes de tenue de façon générale, il faut qu'eux-mêmes ils soient responsables. C'est des gens qui fuient toujours les informations. Quand les journalistes même partent vers eux, ils sont là et tout, on ne sait même pas qui va prendre la parole. L'état-major général des armées doit avoir un service qui est toujours prêt s'il y a des cas de communication publique qui sont prêts à donner les informations. Et les secrets militaires généraux de ce qu'on sait, par exemple, si on a un bâtiment de guerre, on a des armes, souvent, pour montrer ces matériels-là, on ne montre pas toute la partie. Et même, il y a certaines informations, même pour aller au camp Paspanga, ce n'est pas les journalistes qui devaient envoyer leurs caméras. L'armée maintenant peut filmer et l'armée sélectionne les images qu'on trouve que ce n'est pas stratégique qu'on donne. Mais si ils refusent, ils restent dans les parce qu'ils ça ne peut pas aller. Il y a des communicateurs dans l'armée qui ont fait la même formation que nous. Oui, mais pourquoi ils ne prennent pas la parole pour qu'il y ait une bonne communication avec les journalistes? Et même ce problème du CSC, l'état-major devait d'abord causer avec le CSC pour peser maintenant les choses avant de sortir. Mais on discute d'un problème militaire, l'état-major général des armées. C'est bien compris tout ça. On ne peut pas épuiser les débats comme je l'ai dit, il faut qu'on évolue. Alors, je le disais au début de l'émission, l'actualité cette semaine, c'est l'ouverture de la Semaine nationale de la culture. C'est une tribune importante pour l'expression et la valorisation de la culture burkinabé. Alors, vous avez suivi la cérémonie peut-être hier au stade du Sangoulé, la Mizana, donc de Bobo Dioulasso. Alors, Somda. Oui, moi je dirais que j'ai suivi la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la culture, 18e édition. Et la première remarque que j'ai faite, c'est que les gens n'étaient pas mobilisés pour la circonstance. Il y avait un stade à Sangoulé-la-Mizana avec des gradins pratiquement vides, des autorités non plus qui ne sont pas bousculées au portillon. Et ça me fait penser à une chose, et si nous menions un débat national d'abord sur la place de la culture, avant de penser aux suites à donner à cette Semaine nationale de la culture. D'accord, oui. Oui, c'est la même chose. Hein. En fait, il y a un problème avec la culture au Burkina. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Voilà, j'ai fait une émission avec Dacier. Il est venu me dire, mais le ministre, il est dans le folklore ou bien il est dans la culture? Voilà, parce que si pour vous la culture c'est danser, chanter seulement, là, on a fait fausse route, quoi. Hein. Il faut qu'on comprenne, on se réapproprie notre propre culture, qu'on dise qu'est-ce qui relève de la culture et que les autorités, même si celles qui nous dirigent aujourd'hui sont de gauche, et paraît-il pour les gens de gauche, la culture c'est le folklore. Donc c'est pas ça l'essentiel. Mais il faut poser le débat. Depuis le départ, c'est comme ça. Oui, ça veut dire qu'ils font semblant, ils font comme tout le monde, mais ils n'y croient pas. C'est pourquoi, comme Samuel dit, ils ne se sont pas bousculés au portillon. Voilà, il n'y avait que le ministre d'État et puis les autres. Mais il faut poser clairement le problème. Vous comprendrez alors pourquoi les artistes se plaignent. Il n'y a pas suffisamment de musique nationale dans les médias et il n'y a pas assez de budget pour développer la culture. Ils ont fait 2 sorties pour dénoncer cette situation-là. Et donc, je crois que c'est au sommet que le problème se pose. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la culture. D'accord, Ouba, très rapidement. Moi, j'ai l'impression que les hommes politiques ont peur de l'opinion. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait supprimé cette SNC-là. La Semaine nationale de la culture, c'est le folklore, comme vous le dites. Mais sans ça, on n'aura pas vraiment un espace de valorisation de la culture. Ça devrait être effectivement une Semaine nationale de la culture. Mais vous ne la sentez pas. Hier, moi, j'étais à Bobo. J'étais aussi de la SNC. La fête, c'est là-bas. La fête, c'est quoi? C'est les maquis qu'on a ouverts. C'est ceux qui viennent exposer leurs produits. Ils sont venus du Bénin, du Togo, de la sous-région. C'est ceux-là qui font la fête.
Si c'est la compétition là, vous vous rendez compte que ça ne mobilise pas grand monde. Et vous l'avez vu à l'ouverture, les gradins étaient vides. Donc les gens ne se mobilisent pas. Quand on dit SNC, que les gens y vont, c'est pour manger les brochettes. C'est ceux-là qui véritablement profitent de la SNC et des gens qui font les affaires autour de ça. Donc il faut repenser. Donc ça ne reflète pas l'idée d'une semaine nationale de la culture. 18e édition, et véritablement, on est toujours dans le fiasco. Je prends juste un volet communication. Même dans la ville de Bobo, je n'ai pu rencontrer qu'une seule pancarte publicitaire sur la SNC. Mais je me dis que la SNC, la communication ne devait même pas se limiter à Bobo. On a tout simplement décidé que ça va se tenir à Bobo, mais ce n'est pas une foire régionale. C'est une fête nationale. La communication doit se faire même à Ouaga. Même à Ouaga, vous devez pouvoir trouver des panneaux publicitaires, Semaine nationale de la culture, et pourquoi pas au nord quelque part, puisque les gens sont venus de partout. Des 13 régions, pour ne pas dire des 45 provinces. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu de communication. Et moi, j'ai dit, au XXIe siècle, sans communication, pas d'événement. C'est la communication qui fait l'événement. Et en matière de communication, la SNC n'a pas communiqué. D'accord. Dacier, très rapidement. Oui, merci. Je pense que c'est très important ce sujet. Même la réconciliation nationale est une question fondamentalement culturelle. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'Ubuntu en Afrique du Sud. Thomas Sankara, qui avait eu l'idée de créer cette question de SNC, Semaine nationale, était plus profond, plus chargé ontologiquement que comme on appelle les autres. Quand vous prenez la SNC, regardez comment culturellement Thomas Sankara a donné le contenu à la Haute-Volta. Burkina Faso, président du Faso, Burkinabé, Ditanier. Est-ce que vous voyez les atouts, ils donnent le pays des hommes intègres. Comme au Japon, on dit pays du soleil levant. On dit la France, l'Hexagone. Les États-Unis, l'oncle Sam. Voilà des contenus. Le Ghana, Kwame Nkrumah est venu laisser Gold Coast, il a pris Ghana. Les Robert Mugabe là sont venus, ils ont pris Rhodésie du Nord, Rhodésie du quoi, ils ont donné Zambie et puis Zimbabwe qui est le nom des ruines de Sosa au Zimbabwe là-bas. Mais la SNC, mieux, Thomas Sankara a créé l'IPN, l'Institut des peuples noirs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La culture a été longtemps laissée entre les mains, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, entre les mains des gens de l'aide et des journalistes. Donc ils ont folklorisé la culture, de sorte qu'aujourd'hui, quand on parle de culture au Burkina, il n'y a pas de débat de fond. Moi, je suis anthropologue à l'université et étudiant à l'université de Ouagadougou. Allez-y à l'université si vous voyez des jeunes comme nous qui prenons des thèmes pour étudier nos sociétés, comment on bave. Qui va te soutenir? Sagnon décide aujourd'hui d'aller étudier les rogniers de Bamfora, les places dans la culture, c'est nous faut. Qui va te soutenir? Au ministère de la Culture, on ne va pas te soutenir. À l'université, même certains étudiants vont te trouver comme un anachronique. Donc la culture, là, c'est quoi? Les musées. Le musée de Gawa a failli. Il a fallu que l'ambassade d'Allemagne nous donne 11 millions pour qu'on puisse réhabiliter le musée du Pony, créé par Madeleine Père. Pas même l'État burkinabé, ni même un fils de ce pays. Un anthropologue. Voilà. Oui. Mais aujourd'hui, le musée de 11 millions pour réhabiliter ce musée, qui est le seul musée vrai au Burkina Faso. Non, les ruines de l'Européenne. On ne va pas le dire non plus. C'est pas le seul musée vrai. Vous n'en avez pas à Bamfora. Vous n'en avez pas à Bamfora. Vous n'en avez pas à Bamfora. Alors, qu'est-ce que tu penses de la SNC? Mais c'est la critique de fond qu'on est en train de faire. Et mieux, pire, on va noter la culture. Un vrai homme de culture, c'est lui qui a fait des recherches dans le domaine culturel. Histoire, sociologie, anthropologie ne notent pas les cultures. En vertu de quoi le Samo va danser, tu vas le noter avec le Peul. En vertu de quoi le lobby va danser, tu vas le noter avec, par exemple, les Sénoufos. Ou bien le gars, il danse Warba, tu veux le comparer avec, je ne sais pas, les Tchombélé, ou bien comment on appelle ça? Tchembélé. Non, mais les gens sont assis avec des feuilles à la main, ils vont les payer cher même. Et les enfants qu'on a amenés des campagnes, là, on les loge dans des écoles avec un riz gras de 300 francs par jour. Ils sont là-bas, ils se débrouillent avec des nattes. Et les autres sont dans des hôtels bien feutrés, climatisés. Ils ont des véhicules qui les transportent. Non! Il faut qu'on change et mener un débat culturel de fond. Même les langues nationales à la télé ici, combien sont parties? Toutes les langues nationales ne sont pas représentées à la SNC. C'est deux seulement, c'est le Bobon Mandaré et le Moré. Mais la question des langues, c'est ça le vrai fond de la culture. Mais vous laissez tout ça. Et les musiciens, ils ont raison.
Mon oncle qui est assis au village qui joue de la musique, c'est un musicien, c'est un artiste. Mais pourquoi il ne vient pas s'asseoir au ministère pour dire que non, il faut qu'on donne de l'argent pour renouveler la culture? Mais c'est sa musique est jouée sur les radios. Mais c'est ça la vraie musique, puisque lui, il fait un rôle social. Mais ici, c'est pour Alors, vendre. il faut qu'on avance, dans le débat. On va parler très rapidement des étalons qui ont gagné hier. Alors, face à l'Ouganda, 1-0, un but obtenu sur penalty à la 60e minute, je crois, par Jonathan Pitroapa. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Vous l'avez regardé, je suppose. Et est-ce que les étalons ont une chance de se qualifier pour la CAN Gabon 2017? Très rapidement. Oui, les étalons, ils sont toujours qualifiés. Hein, et puis, ils font pied de prestation, ils reviennent après le premier tour. Voilà, je crois qu'on va faire la même chose. Parce que des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, et puis on vient les mettre ensemble pour qu'ils travaillent une semaine pour donner des résultats. Non, je crois qu'on est en train de... On tourne en rond. D'accord. Moi, j'ai bien aimé l'image d'un confrère qui a dit que les étalons ont terminé le match sur les genoux. Pour revenir un peu à ce que Rabo disait, des joueurs qui ne sont pas très actifs dans leur club respectif, vous les regroupez à Ouagadougou pour quelques jours d'entraînement et vous escomptez de bons résultats. J'ai dit que Rochmark Sankabore qui a fait le déplacement, il a eu la chance véritablement. Sinon, il serait reparti avec une défaite. D'accord, oui. Le match a été plus ou moins un peu comme moi je l'avais imaginé. J'ai dit certainement les étalons vont gagner, mais ça va être un match difficile. On a pu voir un peu comment ils ont bavé pour pouvoir arracher effectivement. Oui, mais comment vous envisagez le retour à Kampala? Vous avez vu l'équipe adverse, elle est prenable. Donc c'est dommage qu'on ait vraiment sué autant pour pouvoir marquer un seul but. Et moi je me dis, peut-être aussi qu'il y avait la pression. Hein. Déjà, on pense souvent que c'est un avantage de jouer devant son public, mais le fait d'être devant son public, ça dépend souvent du joueur. Il peut avoir une sorte de pression qui fait qu'on n'arrive pas à décoller. Et le fait d'avoir en plus le président qui se déplace, qui vient pour vous regarder jouer, ça fait une pression supplémentaire. Moi, je pense qu'à l'extérieur, il est fort possible que les étalons puissent faire mieux. C'est possible. Je ne vois pas en tout cas cette équipe ougandaise-là véritablement battre les étalons, mais n'importe quelle équipe peut battre les étalons. C'est ça en fait le paradoxe avec cette équipe-là. Sinon, si c'est sur les performances réelles, je pense que nos joueurs, qu'ils aient des classements ou pas, ils sont à la hauteur de cette équipe ougandaise. L'autre chose que je vais apprécier, c'est le fait que Douarté ait quand même appelé ce qu'on appelle les joueurs locaux. Parce que pour moi, il ne suffit pas d'être exilé, de jouer en Europe ou encore dans les pays arabes et de se dire qu'on est un professionnel, un joueur professionnel, un joueur international. Non, on a des locaux effectivement qui méritent d'avoir leur place dans l'équipe nationale du Burkina. Aujourd'hui, ça a commencé, je pense que ça va continuer. Dancy, vous pensez que Paulo Duarte a réussi son retour à la tête Non, pas du tout. C'est le football burkinabé de façon globale qu'il faut voir. On n'a pas de bonne pépinière et on n'a pas une bonne politique footballistique. Dans les régions, il n'y a pas de politique de football, il n'y a même pas de terrain. Et aujourd'hui, quand vous prenez les étalons, depuis qu'ils ont eu leur performance en 2013, on devait avoir une bonne pépinière qui permet de resserrer certains joueurs pour que l'équipe soit encore plus vivace, mais pas du tout. Et vous voyez même la gestion même du football burkinabé, il y a trop de gloum-gloum dedans. Donc quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous attendre à être vraiment des stars. Et nous sommes un pays où on ne sait pas faire des stars. Nous sommes un pays où on ne sait pas s'encourager. On est là, on tourne en rond. Quand quelqu'un vaut un peu mieux, on le prend, on met devant et gare à toi, si tu fais une erreur, tu es foutu. Donc aujourd'hui, je pense que le match qu'ils ont fait, ça serait difficile. Parce que chez nous, étant chez nous, on pourrait mieux gagner que ces scores-là. Mais malheureusement, ce que je n'ai pas aimé, il fallait que quand même le président il partait ouvrir la SNC et laisser le Premier ministre partir. Comme l'a dit, cette pression n'a pas servi. Et il faut que les politiques cessent, quand il y a des matchs ou bien il y a des choses, d'appeler les joueurs chez eux à la présidente. Non, ces anciennes, il faut mettre l'argent et dire que il faut que la fédération parler alors de la réélection de Sassou Nguesso au Congo Brazzaville, 60% alors des suffrages. L'opposition crie à la fraude. 30 secondes. Oui, je pense que Sassou ne devait pas aussi partir parce qu'il est actuellement le chef de file de la France-Afrique quelque part en Afrique.
et aussi, selon les dernières révélations de le dernier Jeune Afrique, le chef de file de la maçonnerie africaine. Voilà, donc l'un dans l'autre, ils ne devaient pas partir. Et la France est en train de préparer comment il faut renouveler la jeune génération france-africaine. Donc si ces gens-là partent, il faut qu'ils aient des dauphins. Et sa victoire n'est pas étonnante parce que depuis longtemps, il préparait ça. Mais c'est quand même malheureux parce que c'est des pays qui sont riches. Mais ces gens-là, ce n'est pas pour gouverner. Ils sont là, c'est pour faire des richesses. Souvent, ils sont plus riches que les pays et ils vont envoyer la richesse à l'extérieur. Mais le pays est là, on pousse la jeunesse, c'est danser, c'est saper, mais il n'y a pas de projet vraiment digne de ce nom. D'accord, Rabo. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition qui dit que ça a été un passage forcé? Mais ce n'était pas une élection. Non, on ne peut pas faire une élection sans communication. Si par exemple, moi, j'y étais comme journaliste de radio, comment je peux dénoncer une fraude? Comment un correspondant qui est à l'intérieur du pays peut me rendre compte de ce qui se passe sur le terrain si on est coupé de toute communication, Internet, SMS, etc. etc. Ce n'était pas une élection. Voilà, et c'était prévisible qu'on vive une situation comme ça dès lors que François Hollande a dit à Sassou Nguesso qu'il pouvait faire ce que Blaise Compaoré n'a pas pu faire au Burkina. C'est-à-dire sauter le nombre de mandats présidentiels et puis sauter le verrou de la limite d'âge. Voilà, dès lors que François Hollande, le président français, a dit ça, on savait qu'il n'y aurait pas une élection au Congo. C'était une formalité. Ok, alors, Woba. Je suis tout à fait d'accord avec Rabo. La première des choses à dénoncer, c'est le fait d'avoir organisé ces élections-là à huis clos. Ce n'est pas possible dans ce monde-là qu'on organise des élections et qu'on coupe tous les moyens de communication comme pour dire ça se passe chez nous. Mais à la limite, on est observateur de quoi? Parce que les observateurs, ce n'est pas seulement ceux qui y sont. Et même ceux qui y sont, s'ils observent quelqu'un, ils vont dénoncer comment. Je ne sais pas comment les Michel Kafando se sont débrouillés, parce que je crois qu'il a conduit une mission là-bas. Quelqu'un qui a dirigé une transition, vous me permettez de parler de ça, parce que c'est ça qui rapporte le sujet du Burkina. Il a dirigé une transition ici, une transition qui est issue d'un renversement, d'un pouvoir pour quelqu'un qui a tenté de modifier une constitution qui n'a pas pu. Il va au Congo, il supervise des élections pour quelqu'un qui a modifié la Constitution en octobre dernier là pour délimiter et qui se présente, qui organise des élections à huis clos et il va pour superviser ces élections-là. Ça a été un chaos total, c'est une mascarade. Et moi je pense que Sassou, il va régner. Je ne vois pas Sassou mourir au pouvoir. Un jour ou l'autre, il va tomber. D'accord. Alors, dernier mot sur la question. Oui. En fait, moi, c'est effectivement, comme ils l'ont déjà dénoncé, 4 jours sans télécommunication, c'est véritablement irréaliste dans ce contexte, dans ce 21e siècle-là. Ce n'est pas possible pour l'organisation d'élections. Deuxième aspect, je suis plutôt content que face à l'attitude un peu timorée, face au louvoiement des Africains, la protestation s'élève de plus en plus de l'Europe pour venir condamner l'élection en RDC. J'ai appris que le Parti socialiste français, effectivement, dès à présent, commence à mettre les bouchées doubles pour dénoncer avec la plus forte vigueur cette mascarade appelée élection au Congo. Et dans le même temps, si vous permettez juste la petite parenthèse. En 15 secondes. Oui, en 15 secondes. Puisque l'opposition appelle à une désobéissance civile, alors que la constitution congolaise, à mon avis, ne codifie pas la désobéissance civile, ne reconnaît pas la désobéissance civile, ça veut dire que nous tentons inexorablement vers un affrontement. Et moi, je redoute beaucoup plus le retour des Cobras quand Sassou entrait en rebelle en RDC, non, au Congo-Brazzaville, oui. lors de la guerre civile. D'accord. Merci en tout cas pour vos analyses. Nous sommes au terme de cette édition, de ce débat de presse de ce jour de Pâques. Nous profitons sur ce plateau, vous souhaiter une très bonne fête de Pâques. J'étais avec Soumaïla Rabo de la radio Savane FM, Boukari Woba de Mutation, Samuel Somda de lefaso.net, on va le dire comme ça, et Dacier de Bendouté de la radio Jeunesse. Merci de nous avoir suivis, passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTD.